Le saviez-vous? Le stress est vraiment responsable de plus de 90% de nos maladies. Le point de vue de l'épigénétique et de la mécanique quantique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le stress apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Il faut par ailleurs établir une différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse. Le stress est un phénomène normal en présence d'un danger. Mais il devient néfaste dès qu'il se prolonge. Il s'agit d'une réaction physiologique pour répondre aux demandes ou sollicitations exercées sur l'organisme. L'anxiété est une tendance à créer soi-même un stress, à l'amplifier ou à l'anticiper. Le risque est qu'elle se transforme en un état pathologique. Elle peut être la conséquence d'un stress prolongé où la personne se met à craindre toute situation imprévue. Le stress appelé post-traumatique en est un exemple. L'angoisse se manifeste sous forme de crise, ponctuelle et répétée. Elle dénote un malaise physique et psychique, souvent dû à un environnement de stress et d'anxiété. Le stress est connu comme étant une pression routinière, au travail, à l'école, dans la famille ou encore pour toute autre responsabilité. Un stress provoqué par un changement soudain et imprévu, tel qu'un divorce, un changement de travail ou encore l'apparition d'une maladie. Un épisode traumatique, une catastrophe naturelle, un attentat, etc. Les principales sources de stress sont réparties en 5 catégories: travail, inquiétude financière, famille, manque de temps et problèmes personnels et autres. Après le deuil et la perte d'emploi, le déménagement serait, selon plusieurs études, l'événement le plus stressant de la vie. Les psychologues affirment que le déménagement est un événement qui peut dans bien des cas conduire une personne à la dépression. Qu'il soit de plein gré ou non, beaucoup de gens éprouvent de l'anxiété lors d'un changement d'adresse. Quitter sa demeure, c'est un deuil. Souvenirs, voisinage, habitudes, tout est bouleversé. Faire ses boîtes, décider si on doit conserver ses vieux items ou les garder, même s'ils n'ont pas servi depuis des années, ceci représente de grosses décisions. Sur le plan physiologique, une situation de stress engendre la libération d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, qui font notamment augmenter la pression artérielle et s'accélérer le rythme cardiaque, et perturbent certains rythmes circadiens ou processus biologiques qui ont une oscillation d'environ 24 heures. Ces éléments d'ordre physiologique ont fait naître l'hypothèse d'une association entre le niveau de stress et l'augmentation du risque de cancer. Le stress a des effets immédiats sur le système endocrinien, regroupant l'ensemble des organes et des tissus qui sécrètent des hormones. En phase de stress, le cortisol augmente et entraîne avec lui une élévation du niveau de glucose dans le sang. Le cortisol est une hormone glucocorticoïde produite et libérée par les glandes surrénales, qui est faite pour fluctuer. C'est une hormone adaptative qui nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Cependant, son usage chronique a des conséquences néfastes sur la santé. Scientifiquement, en cas de stress chronique ou de burn-out, le cortisol reste élevé, il ne baisse plus, ce qui est tout à fait délétère pour l'organisme. Le stress est, comme nous l'avons vu, un mécanisme biologique qui sert à assurer notre survie. Imagine l'homme préhistorique en train de se promener tranquillement dans la jungle. Et là surgit de nulle part un tigre à dents de sabre. L'amygdale cérébrale de notre homme préhistorique, petit organe de la taille d'une amande logé au sein de notre cerveau, s'active. L'amygdale cérébrale fait partie du système limbique et est impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation de la valence émotionnelle des stimuli sensoriels, dans l'apprentissage associatif et dans les réponses comportementales et végétatives, associées en particulier dans la peur et l'anxiété. Le système limbique est l'ensemble de structures cérébrales situées dans la région médiane et profonde du cerveau, jouant un rôle majeur dans la mémoire et les émotions, de même que dans l'élaboration des comportements. Alors qu'en surgirait de nulle part un tigre à dents de sabre, l'amygdale cérébrale de notre homme préhistorique ci-dessus fonctionnerait comme un système d'alerte. Étant un signal d'alarme, la réaction directe du corps est soit faire l'attaque, s'enfuir, ou rester figé ou tétanisé. De la même manière que si tu touches une surface brûlante, tu auras le réflexe d'enlever ta main avant même d'avoir compris ce qui se passait. La bonne nouvelle, c'est que si tu croises un animal dangereux, ton réflexe peut te sauver la vie. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sont les mêmes réactions qui se réalisent dans ton quotidien devant tes situations stressantes journalières. Donc avec ton patron, ta moitié, tes enfants, tes voisins, ta poche vide de sous, etc. Les hormones du stress éteignent les fonctions du corps qui ne sont pas nécessaires pour économiser l'énergie nécessaire pour se battre contre le prédateur ou pour fuir le danger ou même rester tétanisé par la peur. Il y a les organes du corps qui ne vont donc pas fonctionner comme il fallait car ils ne reçoivent plus l'énergie nécessaire pour fonctionner et commencent à développer soit des cancers,
ou d'autres altérations de la santé. Comme si au signaler, il y a toujours 3 réactions possibles: attaque, fuite ou rester tétanisé. Face à un événement, l'amygdale cérébrale s'active. En clair, quand il se passe quelque chose, le cerveau lance une réaction instinctive avant même d'avoir identifié la situation. Encore une fois, c'est un mécanisme de survie. Une fois que le cerveau a trouvé dans la mémoire une réponse appropriée, ou au moins une réponse déjà connue, la fameuse amygdale cérébrale peut se calmer. Pour les enfants, l'intervention d'un adulte est souvent nécessaire pour calmer le stress. Quand l'amygdale cérébrale est activée, le corps commence à se préparer à réagir et sécrète du cortisol et de l'adrénaline. Il y a alors 3 grands types de réactions. L'attaque. Dans le cas de l'homme préhistorique face à son tigre à dents de sabre, son prédateur, il s'agirait de se lancer dans la bataille. Bien sûr, si notre ami est armé, pourquoi pas? Dans notre vie actuelle, l'attaque est assez présente comme réaction. Crier, taper, jeter des objets. C'est aussi la réponse la plus saine pour notre organisme, car elle permet d'extérioriser et de se décharger des hormones de stress. Et oui, quand ton enfant crie, tape, se roule par terre parce qu'il est stressé, c'est une bonne chose pour lui. Certes, ce n'est pas super pour les autres. La bonne nouvelle, c'est que tu peux lui apprendre à libérer ses tensions autrement, en le faisant bouger et sauter. L'important est qu'il décharge physiquement sa tension. Certaines réactions sont moins impressionnantes, mais font aussi partie des mécanismes d'attaque. Se moquer, juger les autres, insulter, se faire mal soi-même, claquer des portes, etc. La fuite. Tu l'auras deviné, la réaction de fuite, c'est partir en courant. Oui, pour l'homme préhistorique, c'est bien ça. Et c'est sûrement une option qui lui sauverait la vie. Dans son cas, il aurait bien le temps de décharger ses hormones de stress grâce à sa course effrénée jusqu'à un abri. Malheureusement pour nous, dans notre vie quotidienne, la fuite se manifeste de diverses façons moins physiques. S'isoler, bouder, se cacher, procrastiner, ruminer. Mais aussi tout un tas de comportements qui nous permettent de nous couper de nos sensations et de dévier notre attention sur autre chose. Boire de l'alcool, fumer, se ronger les ongles, se focaliser sur notre smartphone, etc. Ces réactions ne nous permettent pas de décharger complètement les hormones de stress. Et j'insisterai particulièrement sur une réaction qui est source de beaucoup de malentendus. Sourire et rire peuvent aussi être des réponses du type fuite. Quand tu cries sur ton fils et qu'il te regarde avec un sourire, ou même qu'il se met à rire bêtement, c'est du stress. C'est important de bien le comprendre parce que, comme je l'ai dit plus haut, c'est un réflexe. Il ne le fait pas pour se moquer de toi. Ce n'est pas de l'insolence. Il est sous stress, il ne contrôle pas sa réaction. Donc plus tu cries, plus il est sous stress, plus sa réaction s'accentue. La seule solution efficace est donc de calmer tout ce petit monde en commençant par toi. Respirer, boire un verre d'eau, prendre un peu d'air. Le figement ou rester tétanisé. Quand tu as peur et que, par-dessus ça, tu te sens impuissant, tu te figes. C'est la 3e réaction de stress. C'est la plus dangereuse pour l'organisme car le cortisol et l'adrénaline ne sont pas du tout éliminés et s'accumulent. L'amygdale cérébrale est en souffrance et devient de plus en plus sensible. Comment se manifeste ce figement? Tu vois la souris qui se fait surprendre par un chat. Tout d'un coup, elle s'arrête et se fait toute molle. C'est la thanatose, elle fait la morte. Si on reprend notre homme des cavernes, son stress est tel que ses muscles se relâchent, ses fonctions métaboliques ralentissent. Le corps est figé, incapable de bouger. Il ne bouge plus dans l'espoir que le prédateur ne le remarque pas ou le considère comme inintéressant. C'est un peu la technique de la dernière chance. Je ne peux rien faire, donc je me coupe de tout. Dans notre vie civilisée, ça donne quoi? Le corps devient tout mou, les muscles se relâchent complètement, on perd tous nos moyens. C'est le trou noir devant la copie d'examen. Notre cerveau ne répond plus. C'est quand on se retrouve face à une assemblée pour faire un discours et que plus aucun mot ne sort de notre bouche. C'est aussi l'enfant qui ne dit plus rien, se calme d'un coup, ne répond plus. La fameuse scène dans les magasins où l'enfant fait une crise, probablement une décharge de stress, qui se roule par terre et crie. Là où le parent utilise cette technique si efficace, le laisser seul et faire mine de partir. Que se passe-t-il? Le stress est tellement intense que l'enfant se fige. Il arrête de crier, ne bouge plus. Il s'est calmé? Pas vraiment non, il s'est coupé. De l'extérieur, ça paraît une solution efficace. Si on y regarde de plus près, les conséquences pour l'enfant ne sont pas vraiment positives. L'amygdale cérébrale restant en alarme, le taux de cortisol élevé a de possibles répercussions sur le cerveau.
sans parler du réservoir affectif vidé d'un coup et de la rupture brutale d'attachement. C'est aussi l'enfant qui devient tout mou, qui se laisse glisser par terre. Tu as l'impression qu'il le fait exprès, qu'il se moque de toi. Tu veux l'emmener quelque part et il se fait lourd et se laisse tomber. C'est pénible, insupportable même. Et pourtant, il n'y peut rien. Il est parfois difficile de comprendre nos réactions et celles de nos enfants. Une bonne partie de celles-ci mérite d'être revue avec l'éclairage des mécanismes du stress. Si la réaction de mon enfant est due au stress, il ne peut absolument pas la contrôler. C'est un réflexe. Dans ce circuit, le cortex préfrontal, siège de notre raisonnement, est court-circuité. Il convient donc de baisser le niveau de stress afin de calmer la situation. Pour cela, il est nécessaire de travailler sur soi-même et de s'entraîner sur les outils de gestion du stress. Il est important aussi de prendre en compte les facteurs de stress. Les facteurs de stress. S'il y a des déclencheurs précis à un instant T, comme un bruit soudain, une dispute, la surprise, la peur ou autre, il y a aussi tout un environnement qui influence notre faculté à répondre. Tout ce qui nous prive de notre liberté, toutes les contraintes, génèrent du stress, les maladies, les douleurs, la fatigue, les problèmes d'argent, les difficultés familiales ou de couple, les contraintes horaires, etc. Notre histoire aussi influence notre capacité à répondre et à nous adapter. Quelle réponse a-t-on reçue à nos besoins? Pouvions-nous exprimer nos émotions? Comment a-t-on accueilli notre stress? Nos enfants, eux aussi, ont leur lot de stress. Certains facteurs sont communs entre adultes et enfants, et d'autres plus spécifiques. Les besoins physiologiques non satisfaits, le manque de liberté, une alimentation déséquilibrée, la vie scolaire, les ruptures de liens, les hormones, le manque de mouvement. Globalement, quand nous manquons de pouvoir sur les événements, notre niveau de stress augmente. Notre réservoir affectif se vide et nous aurons du mal à faire face aux petits tracas du quotidien. Mais alors pourquoi certains disent avoir besoin du stress pour avancer? Le stress peut tout de même être un stimulant. Malgré tout, le stress a une fonction positive. À la base, il s'agit d'un mécanisme qui assure notre survie. Il est donc utile. Quand un nouvel élément survient, notre amygdale cérébrale s'active. Notre corps se prépare à réagir. Il se charge de cortisol et d'adrénaline. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, nos pupilles se dilatent. Cette tension peut améliorer nos compétences, nous rendre plus efficaces. Elle nous donne l'énergie nécessaire à l'adaptation. C'est ainsi que, sous stress, un sportif peut se surpasser, un acteur peut réaliser une performance exemplaire. Pour que cette tension soit source de dépassement de soi et non de détresse, il est important de reprendre du pouvoir sur les événements. Utiliser le stress à son avantage, le maîtriser comme une force. Ce n'est pas toujours le cas, et quel que soit notre vécu de ce stress, il provoquera une véritable fatigue du corps qu'il ne faut pas négliger. Pour que le stress soit un stimulant, nous avons besoin de nous sentir puissants et en sécurité, solidement ancrés. Cela nécessite un travail sur soi et sur nos facteurs de stress environnementaux. Prendre conscience de nos facteurs de stress nous permet de faire le point, de réaliser la pression subie et de faire le tri pour reprendre du pouvoir. Qu'est-ce que je peux éliminer ou réduire comme facteur de stress? Comment puis-je accepter ceux que je ne peux changer? Le stress fait partie de nos vies. Il est omniprésent pour nous et pour nos enfants. Les conséquences de la réponse combat-fuite. L'amygdale cérébrale réagit au danger et l'hypothalamus active le système nerveux sympathique, qui libère l'hormone d'adrénaline. Dès lors, le cortex surrénalien situé au-dessus des reins déverse l'adrénaline dans le flux sanguin et aussi déverse dans le COP, le cortisol. Le cortisol aide le corps à équilibrer et à utiliser les glucides, les protéines et les graisses qui vont être utilisés par le corps pour combattre le danger. Il entraîne aussi des changements métaboliques qui aident le corps à gérer le stress. Dès lors, le corps réagit subitement et change d'état. La réaction de combat ou de fuite est associée à l'activation du système nerveux sympathique. La réaction en chaîne provoquée par la lutte ou la fuite peut entraîner les effets physiques suivants. Au niveau du système cardiaque, il y a comme effet physiologique la fréquence cardiaque accrue, la dilatation des vaisseaux sanguins coronaires. Ceci a pour résultat une augmentation du débit sanguin et la disponibilité accrue d'oxygène et d'énergie pour le cœur. Au niveau de circulation sanguine, il y a la dilatation des vaisseaux sanguins au service des muscles et la constriction des vaisseaux sanguins servant à la digestion. Ceci résulte à la disponibilité accrue d'oxygène pour les muscles squelettiques et le transfert du sang aux muscles squelettiques et au cerveau. Au niveau des poumons, des bronches se dilatent et la fréquence respiratoire est accrue.
ceci résulte à une disponibilité accrue d'oxygène dans le sang. La peau devient pâle ou rouge à mesure que la circulation sanguine diminue, résultant de l'augmentation du flux sanguin vers les muscles et loin des parties non essentielles du corps, comme la périphérie. Au niveau du foie, il y a une augmentation de la conversion du glycogène en glucose, ce qui augmente la disponibilité du glucose dans les muscles squelettiques et les cellules cérébrales. Au niveau des yeux, on a la dilatation des pupilles, ceci permet plus de lumière afin que l'acuité visuelle soit améliorée pour balayer les environs, en cas de fuite. Comme ci-haut mentionné, les organes essentiels au combat ou fuite sont modifiés pour s'accommoder à l'action à entreprendre au cas de danger. Au niveau des yeux, on a la dilatation de la pupille. Au niveau de la bouche, il y a un manque de salive. Au niveau de la peau, la transpiration est activée, le cœur s'accélère. Au niveau des poumons, la respiration est accélérée, elle est courte et superficielle. Au niveau de l'estomac, la digestion ralentit ou s'arrête. Les muscles se contractent, les autres sont tendus et on peut avoir des tremblements. Au niveau intestinal, le fonctionnement gastro-intestinal ralentit, la pression artérielle augmente, les vaisseaux sanguins se dilatent. Le fameux cortisol libéré va malheureusement inhiber le système immunitaire, ce qui fragilise l'état de santé en général. Les effets secondaires au stress sont les migraines, la dépression, les brûlures d'estomac, les insomnies, les troubles de respiration, la chute de l'immunité, les complications cardiaques, l'hyperglycémie, l'hypertension, les maux d'estomac, la stérilité, les douleurs musculaires, les troubles sexuels, dysfonctionnement érectile et règles irrégulières ou aménorrhées. Excepté ces ravages physiologiques causés par le cortisol qui est libéré suite au danger sur l'organisme de l'homme, il y a d'autres plus graves encore résultant au manque d'immunité généralisée. Le cortisol est une hormone du stress pour utiliser nos ressources et consommer nos réserves d'énergie. Cette hormone est liée à la tension artérielle et au système immunitaire. C'est pendant cette phase que nous pouvons avoir tendance à la consommation de produits calmants ou stimulants et aux troubles alimentaires. Les interactions entre le système nerveux central, le stress et le système immunitaire sont mieux connues, en particulier le rôle qui jouent les cytokines sur les cellules, ainsi que comme acteurs de liaison et de médiation entre les deux systèmes. Le stress provoque le corps à libérer des cytokines pro-inflammatoires, des facteurs immunitaires qui initient des réponses contre les infections. Bien que la libération de cytokines soit une réponse souhaitée et normalement bénéfique, un excès de cytokines peut entraîner une toxicité associée aux cytokines. Lorsque le corps produit ces cytokines sur de longues périodes par exemple, en raison d'un stress chronique, toutes sortes de mauvaises choses peuvent se produire dans l'organisme. Le stress frappe l'homme physiquement, émotionnellement, mentalement, et détériore son comportement et le rend vulnérable à toutes sortes de maladies. Les symptômes physiques du stress les plus récurrents sont la sueur, les tremblements, les vertiges, l'accélération du rythme cardiaque, les tensions, les douleurs telles que les maux de tête, musculaires, articulaires et le manque de sommeil. Les risques pour la santé sont notamment cardiovasculaires. Les principaux symptômes émotionnels du stress sont l'irritabilité, l'anxiété, la fatigue et la déprime. Les risques pour la santé sont l'épuisement, le burn-out et la dépression. Les symptômes mentaux du stress les plus importants sont le trop-plein de pensées, l'inquiétude constante, le pessimisme chronique et les difficultés de concentration et décisionnelles. Les principaux symptômes comportementaux du stress sont la tendance au zapping ou épuisement excessif et d'être débordé en permanence, le repli sur soi, l'agressivité et l'isolement. Les risques pour la santé sont les addictions au tabac, au café, à l'alcool, aux médicaments. Quelles sont les astuces pour gérer votre stress? Profitez d'une bonne nuit de sommeil. Un sommeil agité laisse rarement présager une excellente journée. À l'inverse, une bonne nuit de sommeil peut contribuer au sentiment d'invincibilité. Alors que la fatigue augmente généralement le taux d'adrénaline, ce qui rend plus vulnérable au stress. Le repos améliore la productivité. Dormir suffisamment est essentiel à la performance et facilite la gestion du stress. Faites de l'exercice. L'activité physique est très bénéfique pour la santé mentale. En cas de stress, l'exercice aide à canaliser l'adrénaline relâchée dans le corps. Je suis souvent plus performant à l'entraînement quand je suis stressé. De plus, l'activité physique libère la sérotonine et l'endorphine, ce qui contribue au sentiment de bien-être. Faire du cardio est génial, mais même une activité moins intense, comme la marche, peut aider. Méditer. La méditation est de plus en plus populaire ces dernières années. Les gens s'en servent non seulement pour réduire le stress, mais aussi pour favoriser leur concentration et même pour augmenter leur performance.
La méditation vous exerce à libérer votre esprit des idées du passé et des soucis de l'avenir, à vous concentrer sur le moment présent comme sur votre respiration. Elle peut clarifier vos pensées et réduire votre stress. Prenez le contrôle. Le stress s'accompagne souvent d'un sentiment de manque de contrôle, d'impuissance. Trouver un moyen d'exercer un certain contrôle de la situation peut aider, mais ce n'est pas toujours possible. Vous ne contrôlez peut-être pas les échéances à votre travail, ou le fait que votre jeune conduit votre voiture pour la première fois. Dans ces cas, trouvez d'autres aspects de votre vie que vous pouvez contrôler. Ce faisant, vous aurez confiance en vos capacités de gérer les défis qui se présentent et conserverez une attitude positive. Souriez et riez. Rire fait toujours du bien. Le corps libère de l'endorphine, comme lors de l'activité physique. Le rire réduit aussi l'anxiété. Le simple fait de sourire est bénéfique. Même lorsqu'il est forcé, ce geste peut provoquer des émotions positives dans une situation stressante. Socialisez. Quand les choses tournent mal, il est rassurant de savoir que c'est normal. On peut retrouver ce réconfort en échangeant avec des gens sur différents aspects de la vie. Le fait de passer du temps avec certaines personnes, même si c'est virtuellement, peut contribuer à votre bonheur, et une voix familière peut stimuler la sécrétion d'ocytocine, soit l'hormone de l'amour. La science moderne de l'épigénétique et la mécanique quantique nous montrent comment ces astuces ci-haut mentionnées fonctionnent très bien, car notre perception de notre environnement est responsable de nos maladies et de notre bien-être. Alors que les théories génétiques classiques nous condamnaient à être victimes des désordres génétiques familiaux, l'épigénétique et la mécanique quantique nous confirment le contraire. Qu'est-ce que l'épigénétique ? Commençons par définir la différence entre la génétique et l'épigénétique, parce que c'est une nouvelle révolution dans la biologie. La plupart d'entre nous ont été programmés avec cette croyance du contrôle génétique, ce qui veut dire qu'en gros, nous sommes contrôlés par les gènes et que les gènes vont déterminer nos caractères et nos traits de caractère. On apprend aux gens que les gènes qu'on a, ça vient de ta famille, que tu ne les as pas choisis et que si tu n'aimes pas les traits que tu as, tu ne peux pas les changer, et aussi, on te dit que les gènes s'activent et se désactivent d'eux-mêmes, ce qui veut dire qu'ils te contrôlent. Le résultat est qu'on est une victime de son hérédité, peu importe ce qui se passe. S'il y a du cancer dans la famille, je vais avoir le cancer. S'il y a des problèmes de cœur, je vais avoir des problèmes de cœur, parce qu'ils blâment tout ça sur les gènes, cela s'appelle le contrôle génétique. Cependant, une science qu'on appelle l'épigénétique a été démontrée durant ces dernières décades. L'épigénétique est une science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, l'hérédité de caractère, de modifications d'informations qui ne sont pas portées par les gènes. Comment l'épigénétique a été découverte ? En prenant des cellules souches génétiquement identiques et en les mettant dans 3 boîtes de culture cellulaires différentes, on a trouvé des organes complètement différents. On appelle en effet des cellules souches, des cellules indifférenciées capables de s'auto-renouveler, de se multiplier à l'infini et de se différencier en des cellules spécialisées. Ce sont en quelque sorte les cellules mères de toutes les autres cellules. Au tout début de la vie, elles permettent le développement complet. Le résultat est qu'on est une victime de son hérédité, peu importe ce qui se passe. S'il y a du cancer dans la famille, je vais avoir le cancer. S'il y a des problèmes de cœur, je vais avoir des problèmes de cœur, parce qu'ils blâment tout ça sur les gènes, cela s'appelle le contrôle génétique. Cependant, une science qu'on appelle l'épigénétique a été démontrée durant ces dernières décades. L'épigénétique est une science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, l'hérédité de caractère, de modifications d'informations qui ne sont pas portées par les gènes. Comment l'épigénétique a été découverte ? En prenant des cellules souches génétiquement identiques et en les mettant dans 3 boîtes de culture cellulaires différentes, on a trouvé des organes complètement différents. On appelle en effet des cellules souches, des cellules indifférenciées capables de s'auto-renouveler, de se multiplier à l'infini et de se différencier en des cellules spécialisées. Ce sont en quelque sorte les cellules mères de toutes les autres cellules. Au tout début de la vie, elles permettent le développement complet d'un être humain, puis tout au long de la vie, elles permettent, telle une réserve naturelle, de reconstituer nos stocks de cellules spécialisées. Elles jouent un rôle central dans le développement des organismes, ainsi que dans le maintien de leur intégrité au cours de la vie. Chaque tissu et chaque organe du corps humain se composent de cellules distinctes. Les cellules de la peau, par exemple, sont différentes de celles du cœur. Il est donc quasi impossible de transférer une cellule d'un tissu ou d'un organe à un autre. Cependant, toutes les cellules ont une chose en commun. Elles proviennent toutes d'une source cellulaire unique. Au début du développement de l'organisme, ces cellules peuvent devenir n'importe quel type de tissu ou d'organe, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore spécialisées. Ces cellules d'origine s'appellent cellules souches. Les cellules souches ont 2 caractéristiques importantes qui
qui les différencie des autres types de cellules. Tout d'abord, comme nous l'avons indiqué précédemment, toutes les cellules souches ne sont pas spécialisées et se renouvellent pendant de longues périodes par division cellulaire sous la supervision du cerveau, qui envoie des ingrédients ou des hormones nécessaires dans le sang. Le sang est le milieu de culture nécessaire à la division cellulaire. Ensuite, lorsque ces cellules souches reçoivent des signaux biochimiques, elles peuvent se différencier. Cela signifie qu'elles peuvent se diviser et devenir des cellules qui ont des fonctions spéciales, comme les cellules respiratoires, des muscles cardiaques, ou les cellules du pancréas qui produisent de l'insuline, etc. Les cellules souches ont trois formes. Les cellules souches embryonnaires, les cellules germinales embryonnaires et les cellules souches adultes. Les cellules souches embryonnaires proviennent des embryons, les cellules germinales embryonnaires proviennent des testicules et ovaires, et les cellules souches adultes proviennent de la moelle osseuse. Les scientifiques travaillent principalement avec les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. La différenciation est le processus selon lequel les cellules souches peuvent devenir un type particulier de cellules. La différenciation s'amorce lorsque les cellules souches sont exposées à certains signaux biochimiques, soit physiologiques, soit expérimentaux. Les signaux biochimiques envoyés dans différentes parties de l'organisme incitent les cellules souches à se transformer en cellules du type spécifiquement requis à cet endroit. Toutes les cellules souches ont la capacité de se différencier, mais à différents degrés. Les cellules souches totipotentes peuvent devenir toutes cellules du corps humain. Les cellules souches pluripotentes peuvent devenir presque n'importe quelle cellule du corps humain, mais sont incapables de devenir des cellules placentaires nécessaires au développement du fœtus dans l'utérus humain. Les cellules souches multipotentes ne peuvent devenir qu'un certain type de cellules, par exemple des cellules sanguines. Comment le stress est-il le grand responsable de la recrudescence des maladies partout dans le monde, et comment le stress modifie-t-il la différenciation cellulaire? Les scientifiques croient maintenant, et confirment par des expériences, que certains types de cellules souches adultes peuvent évoluer et devenir des cellules d'un autre tissu si les conditions sont propices. En changeant l'environnement du milieu de culture cellulaire ou du liquide dans lequel les cellules grandissent, tout en sachant que le milieu de culture, c'est la version laboratoire du sang, de façon à ce que les cellules vivent dans un environnement similaire au sang. Et donc, en faisant 3 boîtes différentes, aussi appelées boîtes de Petri, avec 3 milieux de culture différents, 3 environnements différents, mais toutes les cellules étant génétiquement identiques, et donc dans une boîte avec l'environnement A et le milieu de culture A, les cellules ont créé du muscle. Dans la deuxième boîte encore une fois, avec les cellules génétiquement identiques, mais dans un milieu de culture B, elles ont créé de l'os. Dans la troisième boîte, toutes les cellules étant génétiquement identiques, mais dans un environnement différent, elles ont créé des cellules graisseuses. Ainsi donc, les chercheurs ont appris que les gènes contrôlent la vie. Mais la recherche montre que les gènes ne contrôlent pas ce qu'ils deviennent. C'est l'environnement qui contrôle ce qu'ils deviennent. L'os, le muscle et la graisse, qui ont résulté d'une même cellule souche, n'étaient pas basés sur des gènes, mais s'étaient basés sur l'environnement dans lequel les cellules grandissaient. Donc, le milieu de culture et l'environnement contrôlent la génétique. L'être humain est par ailleurs fait de 50 000 milliards de cellules. Cela signifie que le corps, c'est un peu comme une boîte de pétri faite de peau. À l'intérieur, il y a 50 000 milliards de cellules avec le milieu de culture original qui est le sang. La composition chimique du sang ou la composition chimique du milieu de culture, ça fait pas de différence. Si des cellules sont dans une boîte en plastique, ça reste contrôlé par l'environnement dans la boîte en plastique. En considérant le milieu de culture dans ton corps, ton cerveau est le chimiste qui crée ton milieu de culture avec la bonne composition chimique. Quel type de composition chimique, le cerveau ou le chimiste du corps, devrait mettre dans son milieu de culture, autrement dit dans le sang? La réponse la plus incroyable est: quelle est l'image de tout ce qu'il y a dans ton mental? Est-ce que c'est une image de santé et de bonheur, ou une image de peur ou de faiblesse? Peu importe l'image à laquelle tu penses, elle va se transformer en chimie grâce au cerveau qui va s'aligner à l'image. Ainsi, une image d'amour dans ton cerveau va créer une chimie différente dans ton sang, comparée à une image de peur. Par exemple, quand tu es amoureux, ton cerveau va relâcher des choses comme la dopamine, qui est le plaisir de l'amour, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien conjugal et social, l'hormone qui va te rendre plus attirant. Donc ton partenaire va rester avec toi. La chimie de l'amour va de pair avec les hormones de croissance, et quand tu es amoureux, tu as la meilleure nutrition possible, la meilleure croissance. Et c'est là que les gens vont te dire qu'on peut voir qu'ils sont amoureux, ils sont tellement scintillants, ils sont en pleine santé. C'est ça la chimie de l'amour. Mais la chimie de la peur, c'est complètement différent. Dr Bruce Lipton, l'épigénéticien de renom, nous affirme, dans son livre « La biologie des croyances », que la peur, en engendrant le stress, va couper ta croissance,
parce que le but est de te protéger des dangers de l'extérieur. Alors que tu devrais grandir tous les jours parce qu'on perd des millions de cellules qui meurent toutes les secondes. On a 50 000 milliards de cellules, mais toutes les secondes, il y en a des millions qui meurent. Quand il y a des cellules qui meurent, les cellules souches vont leur trouver des remplacements. Donc la question devient, est-ce que tu as des cellules souches? Les gènes ne prennent pas de décision. Les gènes sont connectés avec l'environnement et s'ajustent pour s'aligner avec l'image de l'environnement. C'est ici qu'interviennent les notions de physique quantique. Pour définir la physique quantique dans peu de mots, on peut dire qu'elle s'attache à comprendre l'infiniment petit. Sa principale découverte porte sur la constatation que toute matière a une structure corpusculaire et ondulatoire, donc toute matière est une onde et tout est vibratoire. Même ce qu'on pensait être solide, tangible, dur, comme la matière, présente des aspects d'une onde. La mécanique quantique est une branche de la physique moderne qui permet de décrire le comportement de la matière à l'échelle atomique. Elle démontre avec précision que tous les objets physiques peuvent présenter parfois des propriétés d'ondes et parfois des propriétés de corpuscules. Cette physique quantique a démontré avec précision que l'observateur influence ou perturbe l'objet observé. Considérons un électron, par exemple l'électron d'un atome d'hydrogène qui, avant mesure, est délocalisé. Après mesure de sa position, l'électron est parfaitement localisé. Cette localisation est une des positions de l'électron délocalisé. Dans l'analogie de la bille qui serait surtout sur le bureau, mais aussi par terre, si on mesure la position de cette bille, après mesure la bille va être localisée, soit sur le bureau, soit par terre. Cette découverte de la physique quantique est très importante, car elle éclaircit que nous voyons le monde différemment, selon l'image qui est dans notre conscience. Nous réagissons différemment devant un événement. Est-ce que c'est une image sans danger, ou est-ce que c'est une image de peur, ou une image d'amour, ou une image de solitude? Peu importe l'image, les hormones et les sécrétions du cerveau vont toujours s'aligner à cette image. C'est cela qui explique l'effet placebo et l'effet nocebo. Les effets placebo et nocebo sont les effets des attentes positives et négatives des patients envers les médicaments, respectivement, concernant leur état de santé. Les effets placebo ont des effets bénéfiques, et les effets nocebo ont des effets nocifs et dangereux. Donc mon corps du coup devient un complément qui va s'aligner à mes pensées. Si je pense que je suis faible et que je vais tomber malade, alors le corps va dire ok, après on tombe malade, parce qu'on est ouvert maintenant. Mais si tu es là, persuadé que tu ne vas absolument pas choper la grippe, tu peux aller travailler et faire ta vie, tu ne vas pas choper la grippe. En conclusion, nous sommes tous, sans exception, responsables de tout ce qui nous arrive grâce ou à cause de nos propres pensées et de notre entourage, à travers la puissante et universelle loi de l'attraction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être informé des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.